L'enregistrement. La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seule. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous au webinaire Mapper votre filière fracture ou les bonnes pratiques pour un FLS réussi. Je suis Muriel, je travaille pour la Fondation internationale de l'ostéoporose basée à Nyon en Suisse et je suis responsable du programme Capture the Fracture. Le but de ce programme, c'est de faciliter l'implémentation des filières fracture dans le monde. Et pour cela, nous avons plusieurs outils, dont les webinaires comme celui-ci. Je serai donc votre modératrice pour aujourd'hui et j'ai le plaisir de vous présenter professeur Thierry Thomas, qui sera notre orateur pour ce webinaire. Professeur Thierry Thomas est professeur et chef de service de rhumatologie au CHU de Saint-Étienne en France. Il fait aussi partie du comité de direction du programme Capture the Fracture et est l'actuel passe-président du groupe de direction du groupe de recherche d'informations sur les ostéoporoses, ou GRIO en France. Il a dirigé le développement et la mise en place de la filière fracture au CHU de Saint-Étienne, qui a un bassin de population d'environ 622 000 personnes, et il voit environ jusqu'à 400 patients par an. Donc avant que professeur Thierry Thomas commence, je souhaiterais vous donner juste une précision. Si vous avez des questions pendant ce webinaire, n'hésitez pas à les écrire dans la section questions qui est dans votre contrôle de navigation et je les poserai pour vous. Voilà, alors j'espère que cela va vous plaire et je laisse la place au professeur Thierry Thomas. Merci beaucoup d'être là. Merci Muriel, bonjour à tous. Donc nous allons parler de filière fracture et des autres moyens de prise en charge des patients déjà fracturés, en soulignant notamment les alternatives possibles au système filière fracture, en tout cas ce qui peut être fait en France, hein, même si je sais que le webinaire est avant tout un webinaire francophone, donc on a parmi nous des gens hors de France, mais je pense que les systèmes sont probablement similaires ou adaptables à d'autres pays que la France. Donc je vais faire un état des lieux pour vous rappeler combien il est important d'optimiser la prise en charge des patients fracturés, alors qu'actuellement le déficit de prise en charge est très important. Et puis nous verrons ensuite quelles solutions on peut apporter et nous parlerons enfin plus spécifiquement de comment s'intégrer au programme Capture de Fracture et pourquoi l'IEF fait un effort très important pour promouvoir ce programme. Je vous montre mes liens d'intérêt. Alors, le constat actuel, et je vous montre ici des données très récentes que nous avons pu produire avec la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM. Vous voyez ici les relevés CNAM des patients hospitalisés de 2011 à 2013, patients âgés de plus de 50 ans pour des fractures. Et vous voyez donc que le nombre de ces fractures augmente année après année, même si des publications ont rapporté que l'incidence rapportée à la population diminue légèrement au cours de la
une proportion non négligeable de patients qui se sont fracturés. Et puis ensuite, vous avez une très importante augmentation de l'incidence des fractures du radius chez la femme, alors que chez l'homme, on a plutôt tendance à voir disparaître ces fractures du poignet. Donc chez l'homme, la fracture du poignet est avant tout une fracture traumatique, alors chez la femme, la large proportion à partir de 50 ans de ces fractures sont des fractures de fragilité. Alors, qu'en est-il du parcours de soins et de la prise en charge des patients fracturés en France? Ça, c'est le constat des chiffres, c'est le constat des chiffres rapportés par la CNAM. Si on regarde comment ont été pris en charge les patients dans l'année qui précède la survenue de la fracture identifiée, vous voyez que beaucoup de ces malades sont vus en consultation, 90% d'entre eux, que beaucoup d'entre eux, au moins la moitié, ont un traitement inducteur susceptible d'induire une ostéoporose, qu'on a pensé au problème de la fragilité osseuse, puisque la moitié d'entre eux reçoivent du calcium et de la vitamine D, donc on s'est posé la question de réduire les facteurs de risque de fracture. Pour autant, seuls 10% d'entre eux reçoivent un traitement spécifique de l'ostéoporose, seuls 3% d'entre eux ont eu une mesure de densité minérale osseuse. Et si on regarde ensuite ce qui se passe après l'hospitalisation en médecine ou chirurgie pour fracture, eh bien, il ne se passe pas grand-chose, à vrai dire, parce que on constate que seuls 50% des patients ont vu leur médecin traitant dans le mois qui suit leur hospitalisation en court séjour. Donc, il y a vraiment un déficit dans le lien entre l'hôpital et le suivi en ville par le médecin traitant. Le recours à l'ostéodensitométrie après la survenue d'une fracture reste inférieur à 10% actuellement, et ce chiffre n'augmente pas si on allonge la durée de l'étude, hein. C'est 10% que l'on se place à 1, 6 ou 12 mois, et actuellement les données en France, c'est seulement 15% des patients qui, au bout d'un an après la survenue de la première fracture, qui reçoivent un traitement spécifique de l'ostéoporose, en excluant le problème de calcium-vitamine D. Calcium-vitamine D, c'est 50% des malades, mais il y a un réel frein à l'introduction des traitements spécifiques de l'ostéoporose, en considérant que ce chiffre de 15% est beaucoup plus bas que ce qu'on avait réussi à promouvoir il y a une dizaine d'années, avec des valeurs qui atteignaient plus de 30% de patients traités. Donc, il faut absolument mettre en place des systèmes qui vont renverser la vapeur et augmenter le taux de patients mis sous traitement après la survenue d'une fracture, alors que ce sont des patients spécifiquement à haut risque de nouvelles fractures. Et ceci est traduit par un autre chiffre rapporté par l'étude que l'on a conduite avec la CNAM, c'est le taux de réhospitalisation dans les 6 mois de ces patients qui ont fait une première fracture. 29% d'entre eux vont être réhospitalisés dans les 6 mois, et 14% des malades qui ont fait une fracture vont à nouveau être réhospitalisés pour une nouvelle fracture dans les 6 mois. Donc on voit bien avec ces valeurs-là le niveau de risque et la fragilité de ces patients qui se fracturent, et la nécessité de mettre en place des prises en charge rapides après la survenue de la première fracture. Alors, un des moyens, c'est la filière fracture, avec des objectifs multiples qui sont d'identifier les patients fracturés, de rechercher leurs facteurs de risque, d'initier les traitements et de prévenir le risque de chute qui concourt bien évidemment à la survenue de la fracture, et idéalement d'assurer également le suivi des patients et l'analyse de l'observance thérapeutique. Et beaucoup de publications ont été faites sur ces filières fractures, démontrant
à la fois leur efficacité en termes de réduction du risque de nouvelles fractures, mais démontrant aussi leur efficacité en termes de coût-bénéfice pour la société. Alors, mettre en place une filière fracture, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il y a différentes étapes à réaliser. Il faut identifier au sein d'une même structure les patients à risque de fracture, mettre en place une procédure d'investigation systématique, choisir le traitement approprié, créer un lien avec les médecins traitants qui vont souvent prendre le relais pour monitorer les patients, et au sein de la structure hospitalière, convaincre les directions du bien fondé de cette prise en charge, alors que au final, on va réduire le risque de refracture, réduire le risque de nouvelles admissions, ce qui, d'un point de vue institutionnel propre, et conduit à une diminution d'activité chirurgicale. Donc, par rapport à un équilibre budgétaire sur une même institution, on a des intérêts conflictuels, alors que bien évidemment, si on se place sur un échelon national, le rapport coût-bénéfice est indiscutable. Donc on a en face de nous des interlocuteurs qui ne sont pas nécessairement convaincus du bien fondé à l'échelon d'une institution propre de l'intérêt de ces filières fractures, et il faut savoir convaincre ces interlocuteurs administratifs de la nécessité d'investir en moyens, et souvent en moyens humains, pour faire fonctionner ces filières fractures. Alors un exemple de filière fracture, la nôtre, celle du CHU de Saint-Étienne, il y a différentes modalités, mais au final, il y a des éléments constants. Nous, c'est notre service de rhumatologie qui gère la filière fracture, et on le fait en collaboration avec le service des urgences et le service des orthopédies. Quand je dis en collaboration, c'est plus exactement avec leur accord que l'on va identifier au sein de leur département spécifique les patients pris en charge chez eux, justifiant d'être ensuite convoqués dans le service pour avoir une évaluation de leur fragilité osseuse et une initiation thérapeutique si on le juge nécessaire. Nous avons débuté il y a maintenant plus de 10 ans cette filière fracture, et nous avons dès le début ciblé notre filière fracture pour des femmes ménopausées, prises en charge aux urgences ou dans le service d'orthopédie, pour 3 sites fracturaires, le fémur, l'humérus et le radius. Et nous avons limité cet accès à notre filière fracture aux patientes qui n'étaient pas encore traitées ou qui n'étaient pas déjà suivies pour ostéoporose, notamment par nos collègues rhumatologues exerçant en activité libérale. Nous avons exclu les fractures vertébrales et pelviennes de la filière fracture parce que ces patientes sont déjà prises en charge au sein de notre secteur d'hospitalisation complète. Et là, je dirais que la filière, elle est naturelle. Ce sont souvent des patientes qui arrivent via les urgences pour un syndrome rachialgique aigu ou une fracture pelvienne, et ils sont ensuite directement transférés dans notre service. Donc il n'y avait pas besoin de charger davantage notre filière fracture par ces patients-là. Alors pour les fractures dites périphériques, donc encore une fois, fémur, humérus, radius, les patients sont donc vus à J0 soit aux urgences, soit en orthopédie, et nous avons une personne dédiée, et quelle que soit cette personne, quand on regarde ce qui se passe dans la littérature, quand on discute avec les collègues qui ont mis en place d'autres filières fractures dans leurs propres établissements, il est
fondamental d'avoir quelqu'un dédié au fonctionnement de cette filière, parce que c'est quelqu'un qui va intervenir à toutes les étapes de cette filière et s'assurer du bon fonctionnement et du bon déroulé patient par patient de la prise en charge. Le premier rôle de cette personne dédiée, c'est de regarder les dossiers des urgences et de l'orthopédie pour identifier les patientes justifiant d'être prises en charge et convoquées dans notre service. Alors, on le fait maintenant très simplement avec les dossiers numériques, mais c'est évidemment quelque chose d'important. C'est la première étape, c'est l'identification du patient à risque. Une fois que ce patient à risque est identifié, on lui envoie un rendez-vous pour avoir chez nous le même jour une mesure de densité minérale osseuse et une consultation avec un des médecins spécialistes de notre équipe. Et en même temps qu'on lui envoie ce rendez-vous, on lui envoie une ordonnance de prescription de biologie, ce qui fait que quand le spécialiste voit le malade dans notre service, il a le résultat de la densitométrie qui vient d'être faite et le résultat du bilan biologique nécessaire à rechercher les ostéoporoses secondaires, de s'assurer de l'absence de contre-indication à l'introduction d'un traitement. Alors on a essayé des tas de formules différentes, on a essayé de faire la biologie au sein même de notre établissement, on a essayé de conjuguer la consultation de l'orthopédiste avec la venue dans notre département. Très honnêtement, ces différentes tentatives n'ont pas fonctionné chez nous. Après, dans d'autres établissements, il est possible que ça puisse fonctionner comme ça. Chez nous, ce n'était pas possible. Donc, il y a une venue spécifique dans le service de rhumatologie et on essaye d'avoir cette venue dans un délai de 2 mois après la survenue de la fracture. Plus tôt, c'est souvent compliqué parce qu'il y a des problèmes de mobilité des patients. Les patients sont pris en charge dans les services de SSR. Souvent, après la fracture, c'est compliqué de les faire venir de ces services de SSR. Et donc, ce délai de J60 nous paraît, en tout cas dans notre bassin de population, assez adapté. Et une fois que le patient est venu chez nous, eh bien, il repart avec une ordonnance initiant le traitement, si on a considéré que ce traitement était justifié et qu'il n'y avait pas de contre-indication à l'initiation de ce traitement. Et le médecin spécialiste adresse systématiquement un courrier au médecin traitant qui va prendre en charge le suivi du malade et le renouvellement du traitement. Dans notre filière fracture, nous n'avons pas assez de ressources humaines pour assurer le suivi des patients et donc nous ne revoyons pas les patients une fois le traitement initié. Pour autant, nous avons évalué le taux de maintenance thérapeutique et notre taux de maintenance thérapeutique est excellent puisque à 2 ans après l'initiation des traitements, on a plus de 70% des malades qui continuent d'être traités. Donc on croit beaucoup à l'importance de la sacralisation de l'introduction du traitement, le temps passé à expliquer les objectifs thérapeutiques qui joue certainement un rôle fort dans cette maintenance thérapeutique largement supérieure à ce qu'on connaît des chiffres publiés dans la littérature avec un taux d'observance à 2 ans qui tourne plutôt autour de 40%. Alors quelques chiffres pour décrire davantage notre filière. Vous voyez qu'en 8 ans, là je vous montre les chiffres en 2013, au bout de 8 ans, on avait presque 3000 femmes qui étaient passées par notre filière fracture avec un âge moyen de 84 ans. Évidemment, on est très préoccupé par le problème des troubles cognitifs et des démences. Ça représente finalement moins que ce qu'on a l'impression, vous voyez, c'est 14% en moyenne
de démence et de troubles cognitifs. Et évidemment, cette proportion augmente avec l'âge et au-delà de 80 ans, cette proportion peut grimper jusqu'à 30% en tout cas dans notre population. Alors c'est beaucoup plus compliqué à prendre en charge ces patients une fois la démence installée. Il y a beaucoup de barrières, y compris de l'entourage familial. Et souvent, dans ces situations-là, on se contente de mesures de prévention. Ce qui, d'un point de vue purement médical, me paraît insuffisant, mais d'un point de vue pratique, c'est compliqué de faire plus et de convaincre du bien fondé de traiter ces patients déments pour réduire leur risque de nouvelles fractures. C'est compliqué de convaincre la famille, c'est compliqué de convaincre l'entourage médical et paramédical qui les prend en charge au quotidien. Donc voilà la filière fracture, qui est assez classique finalement, hein, si on compare à d'autres filières fracture mises en place dans d'autres établissements de la région ou d'autres établissements français. La filière fracture, ça impose quand même d'avoir un établissement suffisamment gros pour avoir différentes spécialités au sein même de l'établissement, des structures de chirurgie et des structures de médecine. Parce que le raisonnement de la filière fracture, c'est un raisonnement au sein d'un même établissement. À moins qu'un seul service puisse en son sein établir ce système de filière fracture. Ça existe dans un nombre de pays où le service d'orthopédie, avec les chirurgiens orthopédistes, met en place cette filière fracture. En France, et souvent en Europe, les chirurgiens s'occupent de la fracture et c'est les médecins qui s'occupent de l'ostéoporose. Donc, dans ces cas-là, il faut un couple médecine-chirurgie pour pouvoir créer cette filière fracture. Alors, à côté de cette filière fracture intra-établissement, il y a d'autres possibilités et je pense que chaque système est intéressant et doit être perçu comme une solution complémentaire au précédent. À côté des filières fracture, se développe depuis cette année le programme Prado Fragilité osseuse mis en place par la Caisse nationale d'assurance maladie. À la suite du constat du défaut de prise en charge des patients fracturés et du défaut de lien entre l'hôpital et la ville à la suite d'une première fracture de fragilité, la CNAM a mis à la disposition des établissements une partie de son personnel Prado qui était déjà dans les établissements de soins et notamment dans les services de chirurgie. Ils étaient là pour faciliter le retour à domicile ou la prise en charge en SSR des patients venus pour mise en place de prothèses, par exemple, dans les services d'orthopédie. Eh bien, ce personnel Prado va également faciliter le retour à domicile et le lien entre hôpital et ville pour les patients de plus de 50 ans hospitalisés pour une fracture de fragilité. Qu'est-ce que fera ce personnel Prado? Il proposera aux patients de faciliter son retour et de prendre pour lui des rendez-vous auprès des professionnels de santé que le patient aura lui-même choisi, en sachant que on est dans une logique de prise en charge globale. Donc, le premier professionnel de santé à prendre en charge les malades en ville, c'est le médecin traitant. Et l'idée de la CNAM derrière ça, c'est de réinciter les médecins traitants, les médecins généralistes, à prendre en compte le problème de la fragilité osseuse et de l'ostéoporose à traiter pour réduire le risque de nouvelles fractures. On sait que 80% des prescriptions des traitements de l'ostéoporose sont faits par les médecins généralistes et le très net
déclin du taux de prise en charge des patients après fracture vient avant tout de ce que les médecins généralistes se sont désintéressés de ce problème pour des tas de raisons et pas les détailler ici, vous les connaissez comme moi, elles sont multiples. Mais c'est important que le médecin généraliste se réapproprie cette maladie dans sa prise en charge. Alors évidemment, il ne va pas le faire tout seul. En même temps qu'il y a cette prise de rendez-vous qui est faite par le personnel Prado, il y a également des fiches d'information qui sont faites et qui soulignent l'importance de la mesure de densité minérale osseuse, la nécessité de référer à un médecin spécialiste, la plupart du temps un rhumatologue dans la plupart des bassins de prise en charge des malades lorsque cela est nécessaire. Mais ce système est là pour optimiser et améliorer la relation entre l'hôpital et la ville et éviter ce déficit de prise en charge à la sortie de l'hôpital. Professeur Thomas, il y a une question pour vous sur la filière. N'y a-t-il pas un contrôle ostéodensitométrique à réaliser après un délai donné de l'instauration du traitement spécifique pour juger de la nécessité de le poursuivre ou de le stopper ou de le majorer? Alors, ça c'est un problème un petit peu différent, c'est-à-dire que les choses se sont bien passées et donc on a pris en charge la patiente ou le patient pour son ostéoporose, on a introduit un traitement dans les recommandations, que ce soit les recommandations de sociétés savantes ou les recommandations de la HAS, qui sont rappelées dans les fiches d'information distribuées aux médecins traitants. Une fois qu'on a initié un traitement, on est parti pour au moins une première séquence thérapeutique de 3 à 5 ans. Et il est effectivement recommandé, en tout cas à 5 ans, mais de plus en plus, de faire une mesure de densité minérale osseuse intermédiaire au bout de 3 ans de traitement, de 2 ou 3 ans de traitement, pour s'assurer qu'on a un traitement qui est efficace, avec une bonne réponse thérapeutique, s'assurer qu'on s'approche on améliore la valeur de densité minérale osseuse pour réduire le risque de fracture ultérieure. Donc oui, il faut monitorer les patients, oui, il faut refaire des mesures de densité minérale osseuse, ça fait partie du suivi, et je dirais que le fait d'inciter, avec l'appui de la Caisse nationale d'assurance maladie, d'inciter les médecins à bien prendre en compte l'ostéoporose sous-jacente sur une fracture et d'introduire les traitements, va, à mon avis, redynamiser ce monitoring qui est actuellement déficient. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite des valeurs? Si, au bout d'une première séquence thérapeutique, et je pense que cet élément ne changera pas dans la mise à jour des recommandations que l'on est en train d'établir, à la fin de cette première séquence thérapeutique, si on est à la cible thérapeutique, c'est-à-dire qu'on a ramené la valeur de densité minérale osseuse au moins au-dessus de la valeur de moins 2,5, qu'il n'y a pas eu de nouvel événement fracturaire, qu'il n'est pas apparu de nouveaux facteurs de risque, par exemple l'introduction d'une corticothérapie au long cours pour une PPR. Si on est dans cette situation favorable, on peut se permettre, au bout de cette première séquence thérapeutique, d'interrompre le traitement. Si on n'est pas à la cible souhaitée, c'est-à-dire que la valeur de densité minérale osseuse reste basse, de nouveaux facteurs de risque sont apparus, on sait que la patiente reste à risque élevé de se fracturer pour les 5 ans qui suivent, et dans ce cas-là, il faut décider de maintenir le traitement, voire de modifier le traitement pour optimiser la prise en charge. L'idée de faire un contrôle densitométrique plutôt qu'à la fin de la première séquence thérapeutique à 5 ans, autour de 3 ans, c'est peut-être de gagner du temps sur les choix thérapeutiques à faire en cours de route.
Alors, à côté de la filière fracture, donc intra-établissement, de la filière Prado, qui est avant tout de l'optimisation de la relation hôpital-ville après une prise en charge en milieu hospitalier pour une fracture, il y a d'autres possibilités de filière fracture et je cite ici quelques solutions proposées par Monsieur Dupont, qui est un directeur de l'AP-HP, qui était venu à l'occasion d'une réunion de notre club filière fracture mise en place au sein du GRIO, auquel je vous propose d'ailleurs de participer. Et à l'occasion de cette réunion, il avait souligné les possibilités qui existaient d'un point de vue légal pour créer des filières fracture hors du système intra-établissement, essentiellement intra-établissement public. Alors je les cite rapidement, mais vous aurez à votre disposition le diaporama et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. La première des solutions, c'est la convention de coopération. C'est le plus simple, le plus souple et vous pouvez très bien, avec des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, et je pense notamment à tous ceux de mes collègues qui pratiquent en rhumatologie libérale, vous pouvez très bien signer une convention qui n'a pas besoin d'approbation des autorités de tutelle, avec des engagements réciproques pour créer entre une clinique ou un hôpital et une structure libérale une prise en charge conventionnée en quelque sorte des patients fracturés. Là, si on va un peu plus loin dans la complexification légale, le deuxième système, c'est le groupement de coopération sanitaire. Alors, d'après l'intervenant qui était venu exposer ces différentes solutions, c'était pour lui l'outil dit tout-terrain de la coopération hospitalière et sanitaire entre des structures, qu'elles soient publiques ou privées, et elle était compatible à tout mode de coopération, que ce soit entre des établissements ou des établissements et des professionnels de santé. Mais là, on crée vraiment une véritable structure qui a une personnalité morale, en quelque sorte, et qui peut même être employeur. Et vous avez vu combien dans la filière fracture, c'est important d'avoir du personnel dédié pour bien orthopédie de clinique pour une fracture de fragilité. C'est vraiment une solution intéressante, mais évidemment, comme c'est une personnalité morale, vous avez un conseil d'administration, vous avez un administrateur, vous devez faire approuver votre projet par le directeur de votre ARS. Donc, c'est évidemment un peu plus lourd. Et puis, si on va encore plus loin dans la structure, il y a les véritables réseaux de santé. Alors, les réseaux de santé, c'est des réseaux qui sont en général dédiés pour une pathologie. Il y a des réseaux de santé, VIH, hépatite, diabète, etc. L'objectif de ces réseaux, c'est faciliter l'accès aux soins, c'est faciliter la coordination entre professionnels de santé et notamment lorsqu'ils sont de disciplines différentes. Ce sont des modalités d'exercice qui nécessitent une évaluation. Mais évidemment, on grimpe dans la complexité, donc il faut une convention constitutive, c'est ce que dit le Code de santé publique, avec des objectifs bien identifiés, une aire géographique identifiée, le rôle de chacune des personnalités, les modalités d'entrée et de sortie du réseau des professionnels, la place des usagers dans ce réseau. Et puis, il faut définir une charte de fonctionnement avec le rôle respectif de chacun, la qualité de la prise en charge, les référentiels de prise en charge qui sont suivis, les protocoles d'évaluation de respect de ces référentiels. Donc, évidemment, là, on est dans un truc extrêmement cadré. L'avantage de ce système de réseau,
c'est qu'il peut donner droit à des financements par un fonds d'intervention régional qu'il faut solliciter auprès des autorités de tutelle. Donc vous voyez, en partant de la convention simple jusqu'au réseau, on a à notre disposition, et vous avez à votre disposition, au moins en France, des solutions pour créer ces filières, y compris entre établissements publics et structures libérales. Donc si on combine tout ça, filière fracture, filière Prado, système conventionnel, je pense qu'on doit arriver à terme à faire mieux que nos 15% seulement de patients fracturés traités en France. Alors, quelques mots maintenant sur le programme capture de fracture de l'IOF et qu'est-ce que ça veut dire pour vous que de rejoindre ce programme. Pourquoi il faut le faire? Il faut le faire parce que, ça va valoriser votre filière fracture, parce que vous serez identifié comme une filière fracture active et évaluée par une structure internationale. Ça va aussi permettre de montrer combien c'est important de mettre en place ces filières fractures et combien, en tant que professionnel de santé, on se préoccupe de la bonne coordination des soins des patients fracturés pour réduire ce poids que constituent les fractures de fragilité liées à l'ostéoporose dans le monde. Et ça, c'est l'échelon sociétal et combien on se préoccupe de la santé des malades à l'échelon individuel. Alors, qui peut participer? C'est toute filière de fracture, quel que soit le stade de son développement, mais il faut quand même que vous ayez une structure qui soit mise en place pour pouvoir évaluer ce que vous faites. Si vous n'en êtes qu'au stade de projet, évidemment, ça va être compliqué pour vous de faire une auto-évaluation de votre filière. Et on est dans une structure internationale, donc quel que soit l'endroit dans le monde où vous mettez en place cette filière fracture, elle peut être évaluée. Alors, une fois que vous avez décidé de faire ça, eh bien, vous allez sur le site capture de fracture. Alors, soit vous pouvez y aller via l'IOF, soit directement sur le site qui s'affiche en bas, www.capturedefracture.org, et vous avez la possibilité de remplir un questionnaire, qui est un questionnaire en anglais. Et ensuite, eh bien, vous allez apparaître sur la carte, d'où le terme de mapper votre filière fracture, vous allez apparaître sur la carte de l'ensemble des filières fractures évaluées dans le monde par ce même programme. Alors c'est très intéressant de le faire, et je le dis parce que alors que notre système était déjà ancien, on l'a évalué, et c'est bien de voir quels sont les standards internationaux qui ont été retenus par le groupe scientifique qui coordonne le programme, parce que on a considéré au sein de ce groupe, pour chacun des points importants d'une filière fracture, quels étaient les objectifs à atteindre. Et vous avez donc 13 normes internationales qui ont été définies. D'abord sur l'identification du patient, comment cette identification est réalisée. Ensuite sur l'évaluation du patient, le délai entre la survenue de la fracture et l'évaluation post-fracture, comment sont prises en charge les fractures vertébrales, qui est un problème très spécifique, quelles sont les lignes directrices de cette évaluation, comment on appréhende le problème des ostéoporoses secondaires, comment on prend en compte, à côté de la fragilité osseuse, le problème de la prévention des chutes, comment on prend en compte le problème des facteurs de risque qui conduisent à une fragilité osseuse accrue, les standards d'initiation de traitement, de révision de traitement, et puis ensuite des points organisationnels, de stratégie de communication autour de la filière fracture, comment cette filière fracture est gérée à long terme, est-ce que
on a un financement pérenne, par exemple, ou est-ce que c'est un financement contractuel ponctuel, et est-ce que cette filière fracture est couplée à un problème, à une base de données qui permet ensuite de faire de l'analyse épidémiologique des patients pris en charge. Et ensuite, vous voyez, pour chacun de ces points, avec les questions spécifiques qui sont posées, le groupe qui va évaluer votre filière fracture va grader en quelque sorte votre réponse, et pour l'identification des fractures, c'est le point 1, mais on va le prendre en exemple. Si vous n'avez pas un réel système permettant de tracer le taux de patients justifiant leur prise en charge dans la filière fracture, on va vous donner du bronze. Si vous avez un système qui est existant et vous êtes capable de dire, par rapport à une cible de 100%, on est capable d'évaluer et d'identifier 50% de nos malades, vous êtes capable de faire de la traçabilité, c'est très bien, vous êtes argent. Et si vous êtes à la fois capable de tracer cette information, mais aussi que vous avez eu une évaluation externe, alors il faut des grosses structures pour pouvoir faire ça, eh bien, à ce moment-là, vous avez le maximum de la cotation. Pareil pour l'initiation thérapeutique. Là, c'est plus simple, hein, c'est une valeur seuil. Si vous arrivez à une cible de 50% de patients fracturés éligibles à un traitement, eh bien, vous avez le bronze, 70% vous avez l'argent, 90% vous avez l'or. Au final, la couleur de la médaille n'a pas une importance fondamentale. Ce qui est important, c'est de voir avec votre structure propre, avec votre environnement, ce que vous êtes capable de faire et de comparer ce que vous êtes capable de faire par rapport aux standards internationaux qui ont été définis par le groupe. Il y a des points où vous allez vous dire, là, il faut que je fasse mieux parce que je suis en capacité de faire mieux. Et puis il y a des points, vous savez que compte tenu de vos moyens, vous ne pouvez pas faire mieux. Et je le dis très simplement, c'est le cas à Saint-Étienne. Le point 10 par exemple, on est très mauvais, on ne fait pas de révision thérapeutique, mais ça a été un choix délibéré de notre part. Et c'est pour ça qu'au final, notre filière apparaît en bronze. Peu importe, elle existe et on sait les qualités et les lacunes de notre système. On a fait une démarche d'auto-évaluation et le questionnaire est vraiment là pour vous aider dans cette démarche-là. Donc, où vous allez trouver ce questionnaire? Eh bien, vous allez dans GetMap sur le site de capture de fracture et vous avez le questionnaire en ligne. Alors, je vous ai dit qu'il était en anglais. Bon, pour ceux qui parlent le japonais, vous pouvez aussi le faire en japonais. Voilà à quoi ressemble le questionnaire. C'est assez vite fait. Hein. Je pense qu'au maximum, on y passe une vingtaine ou une trentaine de minutes. Hein. Donc, ça vaut vraiment le coup de le faire une fois que votre système est mis en place. Et voilà la carte des filières fractures. Je passe vite, hein, mais si vous allez sur une étoile identifiée et cliquez dessus, vous avez toutes les informations relatives à votre filière fracture qui sont référencées sur cette carte. Voilà quelques chiffres sur les filières fractures. Hein. Vous voyez, il y en a 160, il y en a probablement un petit peu plus maintenant. Ces chiffres ont quelques mois, mais vous voyez qu'il y a tous les pays représentés. Et on a tout type de filières fractures. Vous voyez ici, vous avez des filières fractures développées dans des bassins de population allant de 100 000 personnes à 1 million de personnes. Des hôpitaux privés et publics, des filières fractures qui vont de 180 patients année à 6000 patients année, ça c'est colossal. Pour vous donner un ordre d'idée, notre filière fracture au CHU de Saint-Étienne, elle tourne plutôt autour de 350 à 400 patients année. Alors en fonction des domaines, comment sont répartis les or, argent, bronze. En général, les gens font bien sur la hanche, moins bien sur la vertèbre, avec le bémol,
que l'on retrouve souvent, et notamment en Europe, que les fractures vertébrales, elles sont déjà prises en charge directement par les structures hospitalières. Qui coordonne ces filières fractures? Avant tout les rhumatologues et surtout les orthopédistes, parce que dans beaucoup de pays dans le monde, les orthopédistes gèrent à la fois la fracture et la maladie. Ce n'est pas le cas dans les pays très industrialisés où il y a une dichotomie entre chirurgie et médecine. Et voilà comment c'est réparti au niveau mondial. Les filières sont avant tout en Europe et en Amérique du Nord et en Amérique latine. Alors sur le site de capture de fracture, vous trouverez aussi d'autres outils. Donc ceux qui n'ont pas encore débuté leur programme peuvent aussi s'aider de la boîte à outils, le toolkit que l'IOF met à disposition pour développer la filière fracture, avec des guides faits à la fois pour les professionnels de santé, mais aussi pour les administrateurs et les décideurs, pour les convaincre du bien fondé de ce système des filières fractures. Et il y a notamment des exemples de plans d'affaires, de business plan, comme disent les anglo-saxons, pour justifier l'intérêt de prendre en charge les patients fracturés. Alors évidemment, c'est un modèle de plan d'affaires à l'échelon national, mais c'est pour vous aider à apporter des arguments aux décideurs qui sont en face de vous pour les convaincre de vous aider à monter le projet. Le Best Practice Framework, il existe dans beaucoup de langues, et puis vous avez plein d'autres ressources, et vous avez aussi des données de littérature qui sont regroupées dans cet onglet ressources sur le site capture de fracture. Donc, en clair et en conclusion, un seul outil peut être utilisé comme un outil de référence, c'est le guide des pratiques exemplaires. C'est un niveau d'évaluation avec des standards internationaux qui vous permet de vous positionner, d'optimiser votre filière fracture. Vous identifier comme une filière fracture, ça aide à montrer l'importance sur le plan mondial de développer cette prise en charge. Et encore une fois, on a des solutions pour le faire en intra-établissement, pour le faire en extra-établissement. Bon, alors il y a quelques limitations, c'est de l'auto-évaluation, donc il n'y a pas de vérification indépendante des données soumises, mais le but du jeu n'est pas de vouloir absolument avoir une filière identifiée Gold et de raconter n'importe quoi. C'est vraiment une aide pour votre filière que de faire cette auto-évaluation. Voilà, pour conclure, je vous montre les noms du comité qui gère ce programme capture de fracture au sein de l'IOF. Vous voyez que c'est avant tout des Européens, mais il y a aussi Australie, Nouvelle-Zélande, donc il y a des gens un peu partout dans le monde qui ont participé à la gestion de ça. Un petit mot de remerciement pour les sponsors de l'IOF qui ont spécifiquement soutenu le programme capture de fracture. Ils sont au nombre de 4, Agnovos, Amgen, Lilly et UCB. Et vous savez comme moi que sans le soutien de nos partenaires industriels, il est très compliqué de monter ce type d'organisation. Et je vous remercie pour votre attention. Et vous avez évidemment le site, l'adresse email plus exactement du programme capture de fracture au sein de l'IOF qui vous permet de nous contacter pour d'autres questions et de remplir le questionnaire. Merci beaucoup, professeur Thierry Thomas, pour cette présentation et aussi d'avoir partagé votre expérience au niveau filière fracture, comment les implémenter, le système français et aussi comment joindre le programme Capture de Fracture pour au moins valoriser ce que vous faites à l'échelle internationale. Donc maintenant, on peut poser des questions. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez aller dans la section questions et taper vos questions et je les reformulerai au professeur Thierry Thomas. Alors, en attendant que les personnes posent des questions, je peux déjà commencer en vous demandant quel a été le plus grand obstacle pour vous dans l'implémentation de votre filière fracture au CHU de Saint-Étienne?
L'obstacle numéro un, c'est d'arriver à financer la personne ressource. Je pense que convaincre les orthopédistes, convaincre les urgentistes de faire le minimum, c'est-à-dire d'être d'accord pour qu'on crée une filière fracture, ça c'était simple. Mais trouver des financements pour la personne ressource, ça c'est compliqué. Alors, on a démarré comme beaucoup avec des financements externes et des soutiens de partenaires industriels. Et puis, petit à petit, parce que notre filière fonctionnait bien, on a convaincu notre direction de rendre le poste pérenne. Voilà. Mais ça, c'est un poste qui est tellement clé dans le fonctionnement de la filière fracture que, évidemment, si on n'a pas de quoi financer cette ressource humaine, c'est compliqué d'avoir une filière fracture qui tourne bien. Tout à fait. Une question a été posée sur quels sont les acteurs clés pour démarrer une filière fracture au début? Quels sont les spécialistes, les personnes qu'il faut inclure? Alors, assez classiquement, c'est quand même les orthopédistes qui sont le plus concernés. Donc, il faut avoir un couple orthopédie et le plus souvent rhumatologie. Il faut quelqu'un de moteur des deux côtés. Même si dans le service d'orthopédie, en tout cas chez nous et dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas une démarche véritablement active, mais il faut au moins au départ une démarche active pour convaincre l'ensemble de l'équipe du service d'orthopédie, que ce soit les secrétaires, le personnel paramédical et les chirurgiens, du fait que ce système-là va être mis en place. Et il faut convaincre tout le monde du bien fondé de cette démarche. Après, il faut quelqu'un de moteur dans le service de rhumatologie, et il faut quelqu'un de dédié pour superviser et promouvoir la mise en place de la filière fracture. C'est quelqu'un de différent de la personne ressource dont j'ai parlé précédemment, qui elle va être la coordinatrice en quelque sorte, ou le coordinateur de la filière au sens organisationnel du terme. Mais il faut un porteur de projet, je pense, pour mettre en place le système. Alors, je parle beaucoup de l'orthopédie, assez peu des urgences. C'est compliqué de travailler avec les urgences. Ils voient des malades de toutes spécialités. On a essayé différentes formules. Quand on en discute à froid, ils sont convaincus de l'intérêt de le faire. Mais à chaud, dans le brassage des urgences, surtout dans les gros établissements, c'est difficile. Donc, orthopédie, un porteur de projet en rhumatologie, et puis la personne ressource comme coordinatrice, coordinateur. Ok. Une autre question à propos des critères, les 13 critères du guide exemplaire des bonnes pratiques du programme de Fracture. Évidemment, certains critères sont très comment dire, ambitieux et d'autres sont plus réalisables, mais quels seraient les 3 critères qui sont indispensables pour vraiment dire qu'on a établi une filière fracture? Je pense que le premier critère, c'est l'identification des patients. Ça, c'est le système, c'est la base d'une filière fracture. Il faut être en capacité, au sein d'un établissement, d'identifier les personnes qui doivent être ensuite évaluées pour leur statut osseux. Donc, ça, c'est propre à chacun des établissements. Ça dépend comment les établissements fonctionnent. Ça dépend s'ils ont un système de dossier partagé numérique ou pas. Mais ça, c'est vraiment la clé. Il faut pouvoir identifier les malades et il faut pouvoir ensuite s'évaluer sur la capacité à faire entrer les malades identifiés dans la filière fracture. Donc, le premier point clé, c'est l'identification.
Le deuxième point clé, ensuite, c'est plutôt, je dirais, de la bonne pratique, c'est la bonne évaluation. Donc, il faut trouver le système propre à chacune des filières pour que toutes les étapes se déroulent bien. Je vous ai montré comment nous, on fonctionnait, mais ce n'est pas la vérité absolue partout. Chez nous, c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est d'avoir la biologie en ambulatoire et de venir avec les résultats de la biologie, faire la mesure de densité minérale osseuse et ensuite la consultation qui permet d'avoir l'ensemble des éléments nécessaires à la prise de décision lors de la consultation. Donc, identification, évaluation. Et le troisième point, c'est l'initiation thérapeutique. Je pense que c'est indispensable que la filière conduise à une initiation thérapeutique et pas uniquement à un conseil thérapeutique donné aux médecins traitants. On a essayé ça, puisqu'on a un peu d'ancienneté, donc on a essayé pas mal de choses. Le simple conseil thérapeutique avec une lettre en disant voilà, on a évalué et il faudrait faire ça de ce point de vue, ça marche pas bien. Donc on est là pour prendre en charge le malade et ensuite créer un lien avec le médecin traitant qui va assurer le suivi. Donc identification, évaluation, initiation. Alors, il y a un quatrième mot-clé hein, qui est le suivi. Nous, on a choisi de déléguer en quelque sorte le suivi au médecin traitant. On pense que c'est ça la logique. Et surtout, on n'est pas en capacité de faire du suivi, mais on pourrait rajouter ce quatrième point dans les différentes étapes clés de la filière. Merci beaucoup, professeur Thierry Thomas, pour cette présentation. Le temps est écoulé, maintenant nous allons arrêter, mais vous avez la possibilité de poser toutes vos questions supplémentaires à l'adresse capturethefracture@iofbonehealth.com. On espère que que ce webinaire a répondu à toutes vos attentes. Le diaporama et la version enregistrée du webinaire sera disponible dans les 24 heures sur le site capturethefracture.org. Et juste, si vous avez le temps, nous avons un sondage qui vous sera envoyé après le webinaire. C'est seulement 4 questions, mais cela nous permettra de tenir en compte de vos remarques pour nos prochains webinaires et de les améliorer. Donc voilà, merci beaucoup encore à tous d'avoir participé au webinaire et à très bientôt pour les suivants. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.